Rebonjour à toutes et tous. Donc on est là sur une des tables rondes qui est liée au pilier social et donc qui s'intitule le tourisme culturel pour tous. Donc je vais présenter l'ensemble des intervenants en excusant évidemment Nicolas Daillot qui avait un impératif autre part dans une autre région et qui a dû nous quitter avant, mais vous avez pu profiter de son intervention précédemment. Donc nous avons Sylvie Ganche qui est chargée de mission accessibilité au Champ Libre de Rennes. Donc les Champs Libres, je rappelle, c'est un lieu multiforme avec un musée, une bibliothèque, un centre culturel et scientifique, qui nous parle spécifiquement de l'accessibilité. Nous avons aussi Rose-Laurence Pichon, qui est la déléguée régionale de l'UNAT des Pays de la Loire, avec laquelle on a un partenariat intéressant au niveau de la DRAC, qui décline la convention nationale que nous avons avec le réseau de l'Union nationale des accueils de tourisme au national. Nous avons également, alors pardon, on ne s'est pas présenté avant, mais Elina Michel, qui est la chargée de mission production touristique pour le comité régional du tourisme Bretagne, et Alexandre Trollet-Papet, qui est chargé de développement patrimoine et tourisme pour le réseau des 8 villes et pays d'art et d'histoire et des 13 villes historiques de Bretagne, qui évoqueront avec nous le projet Mystère Abgral spécifiquement. Donc l'idée, c'était de travailler autour de trois problématiques qui vont un peu nourrir cette table ronde pendant l'heure et quart qui nous est impartie. Donc plutôt autour de cette idée de tourisme culturel pour tous. Quelles sont finalement les difficultés et les freins à lever ? Comment intégrer pleinement les enjeux d'accessibilité et comment renouveler l'offre et l'expérience du visiteur en portant une attention particulière aux enfants et aux jeunes. Et j'avais envie de commencer avec toi, Rose-Laurence, sur ce partenariat que nous menons depuis 3 ans maintenant, ce sera la 3e année, l'an prochain, et sur cette idée de comment on amène aussi les primo-vacanciers ou les non-publics ou les nouveaux clients, puisqu'il y a aussi des terminologies différentes entre nos deux institutions autour de cet enjeu du tourisme culturel pour tous. Merci. Oui, alors pour parler un petit peu du partenariat qu'on a avec la DRAC des Pays de la Loire, aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que, pour replacer un petit peu, le premier frein, nous, qu'on va avoir, c'est effectivement celui que M. Daillot a présenté tout à l'heure, c'est le non-départ en vacances. Puisqu'aujourd'hui, on a bien toujours 40% des Français qui ne partent pas et 3 millions d'enfants. Donc aujourd'hui, le tourisme durable, ça devrait tendre vers un tourisme pour toutes et tous, quelle que soit notre condition, notre milieu social, notre âge, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, les vacances, ce sont des espaces d'émancipation assez exceptionnels, d'épanouissement. On est plus à même d'aller découvrir des sites, de pratiquer des activités culturelles et artistiques. Donc en ça, on a les mêmes finalités finalement que la culture. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés donc, avec ce partenariat. On s'est dit qu'il y a encore un trop grand nombre de personnes qui sont éloignées de la culture, au même titre qu'ils sont éloignés des vacances. Donc ce partenariat, c'est l'idée d'amener la culture au sein des centres du tourisme social et solidaire, qui est le réseau UNAT. Que ce soit par des collaborations avec des acteurs culturels de proximité, par la mise en place de résidences artistiques. L'idée, c'est de profiter de ces temps de vacances pour permettre à des publics qui en sont éloignés et qui sont éloignés aussi de pratiques culturelles, de profiter de ces temps voilà, un peu hors du quotidien pour pratiquer autre chose, pour découvrir d'autres choses. Et peut-être au niveau des difficultés rencontrées, pour en parler d'expérience sur ce qu'on a pu faire depuis 2-3 ans, peut-être évoquer aussi parfois ces difficultés d'amener les publics vers ces propositions et comment en fait les différents centres de vacances, puisqu'il y a vraiment différents types de lieux qui font ces propositions-là et qui acceptent d'accueillir ces propositions artistiques-là, travaillent au quotidien et quel enjeu autour de ça, je pense notamment aux questions de formation aussi qui ont été mis en place. Oui. Alors, au même titre que partir en vacances, en fait, ça s'apprend. Et on accompagne les familles, les enfants, les individuels à partir en vacances. Pour ceux qui sont encore une fois, qui sont le plus éloignés, et quand on arrive dans un centre de vacances, il faut aussi les accompagner sur ces pratiques culturelles, ces pratiques artistiques. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi former les équipes salariées sur place. Parce que ce sont des activités qui viennent en complément en fait, des programmes d'animation voilà, que tout centre de vacances peut proposer assez
assez classiquement. Donc voilà, il y a un vrai effort d'accompagnement pour partir en vacances, pour proposer des actions culturelles, que ce soit pour les vacanciers, mais encore une fois pour les salariés, pour les équipes qui sont là sur place et qui vont proposer ça aux vacanciers sur site. Et l'idée aussi, c'est effectivement, on porte une attention importante à ce que les propositions culturelles qui sont faites soient les plus adaptées, les plus accessibles aussi possible. Effectivement, tu parlais d'écueil. L'année dernière, on a reçu une artiste en résidence dans plusieurs centres du réseau UNAT sur de la production sonore. On dit ça comme ça, hein. Création sonore. Création sonore, pardon. On s'est vite rendu compte que finalement, ça avait du mal à matcher avec, on va dire comme ça, avec les vacanciers, parce que c'est quelque chose de très particulier. Qu'il n'y a pas eu peut-être assez de sensibilisation, de formation, encore une fois, des équipes sur place pour vraiment expliquer ce que l'artiste allait faire. Donc c'est vrai que cette année, on est parti sur toute autre chose, sur des formes artistiques plus accessibles, où vraiment, là, les gens en vacances allaient sculpter, dessiner, peindre, enfin vraiment pratiquer. Et c'est vrai que, voilà, on l'a bien vu, l'accessibilité de la forme artistique est très importante. Merci Rose-Laurence. Alors, en parlant de questions d'accessibilité, j'ai envie de me tourner vers vous, Madame Ganche. Comment les champs libres de Rennes s'emparent de ce sujet et font des propositions justement qui s'adaptent au public qui peut accueillir dans la multiplicité des formes qui sont proposées au champ libre, et comment, au regard et au travers de votre mission, vous travaillez au quotidien pour développer cet enjeu-là? Oui. Bonjour. Alors, au niveau des champs libres, ça se fait de façon très, très multiple, parce que déjà le bâtiment en lui-même, c'est très différent d'avoir un musée de Bretagne, une bibliothèque et l'espace des sciences. Les offres y sont très variées. Et puis, le public concerné par l'accessibilité est lui-même très divers, puisque ça concerne principalement les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes malades, mais aussi donc le confort de tous les publics. Donc, ça veut dire que selon chacun, il faut proposer des choses très différentes, des visites adaptées ou des rencontres. Et puis, l'offre, elle doit être accessible à tous dans l'aménagement des expositions, dans l'aménagement des lieux. Et il faut aussi avoir une attention particulière pour l'information. L'accessibilité, ça repose à la fois sur l'accès au bâtiment, l'accès à l'information et l'accès à l'offre culturelle. Vous pouvez avoir un superbe bâtiment avec une offre conséquente si les personnes n'ont pas l'information de façon adaptée. Par exemple, si vous proposez une visite tactile dédiée aux personnes malvoyantes et aveugles et que vous ne communiquez qu'en mettant un article dans Ouest France, ça ne va pas marcher. Donc il y a toute une logique de faire preuve de bon sens pour que la chaîne de l'accessibilité soit respectée dans sa globalité en prenant en compte tous ces aspects-là. Merci Madame Ganche. Peut-être un exemple précis, concret que vous auriez en tête sur ce qui a été mis en place pour faciliter cet accès-là? Ah là là, c'est très multiple, que ce soit, nous on a aussi bien des rencontres interprétées en langue des signes et amplifiées pour les personnes sourdes et malentendantes. On a aussi bien des aménagements, des équipements pour les personnes qui marchent mal. On fait aussi attention à la façon dont on présente nos expositions, dont les médiateurs s'adaptent selon les publics. Évidemment, ils ne vont pas s'adresser de la même façon s'ils mènent une visite
à l'attention de personnes qui ont des soucis cognitifs. Enfin, il faut varier sa façon d'accueillir pour s'adapter au public concerné. On fait de la dentelle, en fait. Hein. Très bien, merci. Et est-ce que vous diriez comment vous arrivez à mesurer potentiellement cet impact sur la fréquentation du public au champ libre, et comment cette proposition adaptée elle est ressentie auprès des acteurs justement qui travaillent dans le milieu social ou même hospitalier ou dans le milieu médical autour de ces propositions-là? Comment est-ce que vous pensez que ça peut contribuer pleinement à la hausse de la fréquentation ou à une autre fréquentation d'un autre public sur votre site? Alors, ça ne se passe pas tout à fait en termes de chiffres. Un intervenant tout à l'heure l'a dit qu'il fallait peut-être sortir un peu de la culture du chiffre. Ouais. Moi, je ne fais pas des grandes stats. Même, je vous dirais que parfois, quand on rend accessible, ça peut nuire aux chiffres. Je vous explique pourquoi je dis ça. Au début, donc les champs libres sont ouverts depuis 17 ans et depuis le départ, nous proposons des rendez-vous en langue des signes interprétés. On en a au moins un par mois et au début, les sourds venaient parce que c'était en langue des signes, qu'importe le sujet. Ils venaient pour la LSF. Et maintenant, ils viennent selon le sujet. Donc, la fréquentation des sourds, elle est moindre. Mais je préfère que ce soit comme ça parce que maintenant, ils se comportent en visiteurs à part entière. Ils viennent parce que le sujet les intéresse. Loin de moi l'idée de vous faire laisser penser que quand on propose des visites, ça fait baisser les chiffres. Mais voyez, c'est important de l'envisager aussi comme ça. Quand on s'adapte, on peut accepter, enfin, il faut surtout accepter qu'on va développer des choses pour que les personnes puissent être des visiteurs à part entière et venir selon leur goût, selon leurs envies. Mais quand on est accessible, il faut surtout aussi prendre en compte le fait que les publics concernés par l'accessibilité sont très nombreux. Spontanément, on pense aux personnes handicapées et notamment aux personnes en fauteuil, mais c'est bien plus vaste que ça. C'est 40% de la population française qui a une difficulté au quotidien du fait d'un souci de santé, de handicap. Donc 40%, c'est énorme. Dans tous ces gens, il y a évidemment toutes les personnes âgées, mais il y a aussi tous ceux qui auront des difficultés plus ou moins importantes, un souci de diabète, d'artérite, enfin, il y a tout un tas de raisons qui font qu'une personne peut avoir un besoin accru d'accessibilité. Et quand on est un bâtiment accessible, eh bien on leur permet de venir, de revenir. On ne sait pas forcément qu'ils ont cette difficulté, mais au niveau des champs libres, on est à 1 200 000 visiteurs par an. Donc dans le lot, il y a forcément des gens qui ont des difficultés. Et en plus, ils peuvent venir en famille parce qu'il y a les personnes elles-mêmes, mais il y a aussi leur entourage. Et si vous êtes accessible, vous permettez à une famille de venir profiter d'une exposition, d'une rencontre, d'un concert. Voilà, tous ensemble. Parce que si le bâtiment n'était pas accessible, si l'offre ne l'était pas, imaginez qu'un enfant soit sourd, eh bien, forcément, si la proposition n'est pas accessible, l'enfant va rester au domicile et un des parents sans doute avec lui. Donc, il y a un effet tache d'huile aussi dans le fait d'être accessible pour les personnes directement concernées, mais ça impacte aussi tout leur entourage. Vous avez raison, Madame Ganche, de rappeler qu'effectivement, je crois que c'est Nicolas Daillot qui nous a glissé ces chiffres.
200 000 personnes sont en situation de handicap et 60 000 se sentent empêchés ou en tout cas ont des difficultés à accéder à une offre artistique et culturelle, quelle qu'elle soit, alors qu'elles seraient intéressées. Donc, il faut bien penser l'impact en termes d'inclusion sociale aussi pour les familles, les accompagnants qui travaillent aussi, qui vivent auprès de ces... C'est pas ça les chiffres. Sont pas bons. Et à la rigueur, je suis désolée, mais je vais dire, je m'en fous des chiffres. Moi, je suis là pour faire mon travail, qui est que c'est un droit, hein, la culture. Ça fait partie des droits culturels. Voilà, la question, elle n'est même pas à se poser. C'est une obligation de rendre la culture accessible. Elle est à nous tous. Je dis nous parce que, accessoirement, je suis aveugle, donc je suis pleinement concernée aussi. Et que ça serve à 2 personnes ou à 12, c'est pas grave en vrai, parce que tout le monde y a le droit. Et c'est d'autant plus important d'y penser dès maintenant qu'on a affaire à une population qui vieillit, qui a eu l'habitude d'avoir une vie culturelle et qui n'admettra pas d'en être privée en vieillissant. Et c'est tout ce qu'on peut se souhaiter pour le mieux, c'est de vieillir en ayant toujours accès à la culture. Or, une personne âgée, c'est souvent quelqu'un qui voit mal, qui entend mal, qui marche mal, qui comprend mal. Donc, rendre accessible au moins aux personnes âgées, c'est permettre après l'accès à tous et de façon confortable au moins, quoi. Et c'est tout simplement un droit qu'on doit pouvoir exercer, comme de se loger, de se chauffer, de se nourrir, quoi, tout simplement. Merci, vous avez raison. Peut-être que mes chiffres sont faux, effectivement. Mais en tout cas, je retraite bien l'idée qu'on travaille effectivement dans cette idée d'émancipation et de démocratisation culturelle qui est à penser à tous les moments, qu'on n'est pas forcément des politiques chiffrées dans tous les instants, mais que c'est une politique globale qui doit être partagée et développée sur chacun des c'est sites, à peu près 10 millions de Français, 10 à 12 millions qui sont directement concernés. Alors le chiffre était peut-être, les 200 000 étaient peut-être les personnes qui se sentaient empêchées par des situations de handicap, mais c'est très difficile à évaluer. Voilà. Merci Madame Ganche. Sur cette question justement de démocratisation et d'exemples qui sont développés et mis en place au travers du fait d'aller chercher des nouveaux publics ou des non-publics justement aux propositions artistiques et culturelles, y compris en local. Et là, on rejoint un peu la thématique aussi du tourisme durable. J'avais envie aussi de vous entendre sur ce projet que vous développez, qui s'appelle le Mystère Abgral. Merci. Donc bonjour, Alexandre Trollet-Papet. Donc moi je travaille pour 2 associations, donc les Petites Cités de Caractère de Bretagne et les Villes d'Art et d'Histoire et Villes Historiques de Bretagne. On a conçu, en partenariat avec Tourisme Bretagne, qui est représenté par Elina Michel en 2021, un dispositif qui s'appelle le Mystère Abgral. C'est un jeu de piste qui se développe dans 24 cités et villes en Bretagne et qui est gratuit, qui est accessible à tous 24 heures sur 24. Alors sur la question de l'accessibilité, on va dire pour les personnes en situation de handicap, on a des pavés dans les petites cités de caractère. On n'a pas réussi à faire de ce jeu un jeu accessible au tourisme et handicap, mais l'idée c'était surtout d'aller chercher des publics qui sont des publics qui ne viennent pas dans les lieux de patrimoine, qui ne viennent pas dans nos petites cités de caractère et dans nos villes historiques et villes d'art et d'histoire, qui sont surtout les jeunes actifs. Je pense qu'on s'en rend tous compte, en tout cas quand on travaille dans le patrimoine, on a le public famille, on a le public des personnes qui sont plus âgées, qui sont actifs, mais les jeunes actifs, les 18-35 ans, c'est très difficile de les faire venir. Donc on est parti de ce constat en se demandant ce sur quoi on pouvait travailler pour attirer ce public et le fidéliser et l'intéresser au patrimoine. Et on s'est appuyé sur la logique de la ludification et de la gamification du patrimoine, suite à un colloque qui avait été organisé en 2019 et qui portait justement sur cette question de la gamification et sur la portée et la prise de puissance en fait des escape games, notamment dans des lieux patrimoniaux, des escape games médiévaux, etc., où on voyait qu'il y avait un réel engouement de la part de ces publics.
Du coup, on a conçu ce projet avec un partenaire qui s'appelle l'Équipe Ludique, qui est un partenaire du coup qui était notre prestataire. Elina vous en développera peut-être un peu plus tout à l'heure, et qui a donc conçu avec nous cette grande fresque épique, qui est une saga qui nous permet donc, à travers l'histoire de Erwan Abgral, un riche excentrique breton qui aurait disparu avec une fortune immense, de serpenter à travers ces 24 villes en Bretagne et de brosser à travers son héritage, parce qu'on recherche soit ses ascendants, soit ses descendants, toute l'histoire de la Bretagne, mêlant à la fois du coup la petite histoire qui est l'histoire de ce fameux Erwan Abgral et de sa famille, à la grande histoire de France et à la grande histoire de la Bretagne, avec des personnages qui sont des personnages fictifs, mais qui du coup ont côtoyé l'illustre personnage historique de Tréguier, sont venus au château de Combourg, et ce qui nous permet du coup d'aborder différentes époques, mais aussi différents types de patrimoine, et notamment d'aborder du patrimoine culturel immatériel, des fêtes, des traditions. Donc les joueurs sont invités à aller en office de tourisme ou directement sur le site du Mystère Abgral pour récupérer ce qu'on appelle nous des kits enquêteurs. Et donc ils sont lancés par un notaire qui essaye de solder cette succession d'Erwan Abgral dans toute la Bretagne. Ils vont aux 4 coins de la Bretagne, donc il n'y a pas besoin de faire les 24 villes pour résoudre le Mystère Abgral, 8 villes suffisent. Et comme ça, ils s'intéressent à décrypter des indices, des énigmes, en s'appuyant sur des façades de bâtiments. Et ça suscite l'intérêt et le questionnement sur le patrimoine. Et c'est surtout là-dessus qu'on a voulu travailler. Oui, bonjour. Je peux peut-être un petit peu compléter sur les objectifs de ce projet, parce que c'est vrai qu'ils sont, ils se rejoignent avec les petites cités de caractère et villes d'art et d'histoire de Bretagne. Mais c'est vrai que pour donc Tourisme Bretagne, le comité régional du tourisme de Bretagne, l'objectif aussi, c'était de faire venir des nouveaux publics et d'inciter à la revisite. Donc forcément, 24 villes, on ne fait pas les 24 villes en une seule fois. Donc voilà, on incite aussi les joueurs à venir et à revenir. On avait aussi un objectif, bien sûr, de désaisonnaliser l'offre. C'est une offre qui est accessible 24 heures sur 24 et bien sûr 7 jours sur 7 tout au long de l'année. Donc il y avait cet objectif vraiment de désaisonnaliser et de répartir les flux. On a, on va dire, une problématique, bien que peut-être moindre dans certaines régions, mais le littoral, c'est une grande partie de la fréquentation touristique aujourd'hui. Donc on a essayé aussi de mobiliser des cités labellisées en Bretagne, plutôt en Bretagne intérieure. Donc sur les 24 villes, on a à peu près un tiers qui sont sur le littoral. Le reste, donc les 16 autres, sont plutôt en Bretagne intérieure. Merci. On évoquait tout à l'heure environ 20 millions de personnes qui ne partaient pas en vacances tous les ans. Comment vous travaillez aussi, vous, à aller capter ces publics de proximité? Quels sont les partenariats que vous pouvez éventuellement nouer avec des structures relais auprès de ces personnes-là, des non-publics ou des personnes jeunes ou éloignées de la culture de manière globale? Est-ce que vous avez un travail spécifique que vous menez autour de votre proposition? Oui, Nicolas Daillot le disait bien ce matin, juste avant, la question du non-départ en vacances est un sujet. En Bretagne, on a une région qui est très diversifiée, avec un patrimoine très riche, et encore une fois, des fois, on a des villes qui sont des petites cités de caractère, qui sont des villes centres. Par exemple, à Guingamp ou à Quintin, on double avec les étudiants et les élèves qui viennent dans ces petites cités de caractère juste pour étudier à l'école primaire, au collège et au lycée, la population. Donc, ils ne sont pas forcément toujours très sensibilisés, ils ne partent pas forcément en vacances au patrimoine et à ce qu'il y a autour de chez eux. Et donc le fait de rendre ce jeu gratuit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, ça permet aussi de favoriser l'accessibilité de ces publics-là au patrimoine et à leur histoire. On a un partenariat avec le PES Culture en Bretagne et la DAC Bretagne, l'éducation nationale donc,
pour mettre en place le Mystère Graal sur le Pass Culture, qui sera du coup toujours accessible de façon gratuite, et du coup pour sensibiliser ces publics-là. On travaille beaucoup avec les offices du tourisme, et c'est pas toujours facile de travailler avec les offices du tourisme sur nous à une échelle régionale, parce qu'on arrive avec un projet qu'on a conçu à l'échelle régionale, par des entités qui sont régionales, et on vient leur apporter un projet un peu clé en main, et des fois c'est pas forcément toujours facile pour eux de se l'approprier, et puis on est dans des territoires aussi où des fois les offices de tourisme n'existent pas ou alors ne sont pas ouverts toute l'année et ce sont des vacataires qui sont là et des saisonniers uniquement sur les temps on va dire où la saison bat son plein. Donc on a essayé de travailler avec les médiathèques aussi pour sensibiliser les habitants. On a un très bel exemple qui est la médiathèque de Saint-Aubin-du-Cormier, où le jeu est disponible, donc qui est un petit site caractère en Ille-et-Vilaine, où il n'y a pas de BIT et d'office de tourisme. C'est la médiathèque qui s'en est emparée. Et en fait, ils organisent tous les 15 jours, je crois, des lancements du Mystère Graal le dimanche. Et donc, presque tous les habitants de Saint-Aubin-du-Cormier et autour ont pu justement bénéficier du Mystère Graal et en apprendre plus sur leur patrimoine. On a aussi du coup des partenariats à nouer qui sont en cours avec les structures porteuses de tout ce qui est escape game, jeux de piste, etc. en Bretagne, qui sont des professionnels et qui sont aussi des ambassadeurs pour différentes cibles de public de ce genre de jeux de piste. Très bien, merci. Alors peut-être dans cette idée de frein levé, avant de donner la parole à la salle, évidemment, pour réagir, apporter des expériences, des témoignages ou des questions. Peut-être sur cette question des difficultés et des freins, et pour aller encore plus loin dans ce tourisme culturel pour tous, comment chacune vous envisagez aussi des possibilités d'élargissement ou de propositions ou de nouveaux partenariats qui seraient à développer. Peut-être Rose Laurence, dans le cadre de notre partenariat ou du réseau des centres qui appartiennent à l'UNAT, comment tu pourrais envisager les choses ou comment on pourrait ensemble aller plus loin autour de cet objectif commun du tourisme culturel pour tous? Eh ben, je pense qu'il faut qu'on élargisse encore. Là, aujourd'hui, on a 6 centres du réseau, donc surtout sur Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, qui ont participé donc, cette année au partenariat, à la résidence artistique qu'on a mis en place. Nous, on a on a une mobilisation à avoir auprès de nos adhérents pour montrer que voilà, c'est cohérent avec leurs projets associatifs. C'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé au début, mais l'UNAT, c'est l'Union nationale des associations de tourisme. Donc nous, toutes nos structures, que ce soit centres de vacances, villages vacances, camping et autres, nous sommes associatifs. Donc derrière, on a bien un projet associatif avec notre plaidoyer commun qui est le droit aux vacances pour tous, au même titre que la culture est un droit, les vacances le sont aussi. Donc c'est vrai que voilà, ce projet de partenariat, il est complètement cohérent avec ce que peuvent défendre nos structures et ce qu'on défend nous au niveau de l'UNAT. Donc il faut qu'on l'élargisse, qu'on ait de plus en plus de centres qui participent à ça. Et encore une fois, qu'on mette encore l'accent sur la formation des personnels. Ça se fait déjà dans certains centres où les personnels, les saisonniers notamment, font les activités que vont faire plus tard les enfants avec l'artiste en question. Donc ils savent vraiment ce qui va se passer et ils peuvent vraiment le diffuser autour d'eux. Oui, c'est vrai, je me permets de compléter. On est face aussi à deux mondes qui apprennent à se connaître depuis 2-3 ans, là, où on est en train de se dire tous les ans qu'on n'est pas forcément dans une proposition d'animation sur le site du camping, mais qu'on est bien sur une proposition artistique spécifique avec un projet de long terme qui est mené auprès des publics. Donc tout cet enjeu de formation, il est évidemment essentiel et qu'on n'est pas là forcément pour imposer aussi aux vacanciers le fait de faire des propositions artistiques et culturelles. C'est comment aller les chercher autour de propositions. Ça rejoint aussi les notions de droit culturel. Hein. Comment on part aussi de leurs envies, de leurs souhaits et comment on instille comme ça par à coup des propositions artistiques et culturelles. Merci Rose Laurence. Peut-être pour finir avec les champs libres, sur cette question du tourisme culturel pour tous, comment vous pensez du côté des champs libres arriver aussi à d'autres propositions ou émancipation par rapport à cet enjeu essentiel? Johnny. Alors,
comme les champs libres, on peut à la fois venir y lire le journal à la bibliothèque chaque jour, et où on peut aussi venir pour découvrir l'histoire de la Bretagne. L'offre, elle est tellement multiple qu'on peut développer auprès de plusieurs types de publics. Donc ça suppose pratiquement d'être partout, de faire savoir partout qu'on a forcément une offre susceptible d'intéresser chacun. Alors ça veut dire qu'il faut être bien sûr au contact des associations, des établissements, de tous les milieux liés au vieillissement, au handicap, à tout ce qui est sanitaire et social, mais aussi j'accueille beaucoup d'étudiants en filière, aussi bien de futurs ergothérapeutes, de futurs acteurs du tourisme, mais aussi des futurs auxiliaires de vie qui sont pour moi aussi des prescripteurs, parce que peut-être que dans leur entourage ou dans leur contact futur au niveau professionnel, ils seront aussi en capacité de dire qu'il y aura forcément une offre qui conviendra. Vous tous aujourd'hui qui m'entendez, vous saurez éventuellement orienter quelqu'un de votre entourage vers les champs libres en supposant que cette personne pourra y trouver quelque chose d'accessible. En gros, il faut être partout. Voilà. Oui, c'est work in progress, c'est jamais terminé. Oui. Restez convaincu de tout ça. Ouais. Après, c'est vrai qu'avec les associations, par exemple, ce que je fais beaucoup, c'est de proposer des visites découvertes où les personnes viennent avec l'association ou avec un établissement pour découvrir en groupe le bâtiment, tout ce qui y est proposé, tous les équipements, toute l'offre. Et puis après, les personnes, de façon individuelle, viendront seuls ou avec leur entourage propre pour vraiment profiter selon leur goût, leurs envies, quoi. Elles viendront soit à un concert, soit à visiter une expo ou justement profiter de la bibliothèque. Enfin voilà, l'offre est très vaste. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les quatre. Je vous propose de passer un temps d'échange avec la salle. Alors, ça peut être des questions qui sont posées évidemment aux intervenantes, ou un témoignage, ou une expérience précise que vous souhaiteriez partager avec nous autour de cette thématique que nous avons ce matin. Merci. Toujours difficile le premier à se lancer. Merci. Merci pour ces interventions. J'avais une question concernant sur l'accès à la culture, la décentralisation des grandes instances culturelles, que ce soit les champs libres ou d'autres musées sur nos territoires plus ruraux qui n'ont pas forcément accès effectivement à toutes ces ressources culturelles. Aujourd'hui, où on en est de ces dispositifs de décentralisation, ils dépendent de l'État, de la région. Je vous avoue, quand on essaye, nous, d'avoir régulièrement des collaborations, on a la chance d'avoir un fonds d'art contemporain dans l'Orne, qui est un fonds départemental. Et là, on a souvent des collaborations. Mais c'est vrai que donc, ce qui nous permet d'avoir des expositions de très bonne tenue et d'avoir cet accès à l'art, du coup à l'art contemporain pour le plus grand nombre, mais sur d'autres thématiques, on se sent souvent un peu seul pour amener effectivement ces collaborations avec les grandes institutions, dont c'est le métier. Je rappelle que nous on est des offices de tourisme et que parfois, même si c'est compliqué de travailler avec nous, on essaye quand même de travailler sur ces volets culturels et notamment de l'accession à la culture pendant le temps des vacances, qui est effectivement la plupart de nos clientèles sont des gens qui n'ont pas ces pratiques ou l'habitude des pratiques des lieux culturels. Et je me posais la question de savoir si aujourd'hui, quels étaient les dispositifs de décentralisation des grandes institutions vers nos territoires plus ruraux et qui sont moins adaptés, moins urbains. Moi, je peux parler d'expérience en Pays de la Loire, mais peut-être que monsieur le délégué général voudra compléter sur l'aspect national. Ce qui est vrai, et très rapidement en Pays de la Loire, c'est qu'effectivement, on a des conventions pluriannuelles d'objectifs avec nos grands labels ou nos lieux conventionnés ou nos centres d'art d'intérêt nationaux.
et qu'ils ont dans leur mission d'aller faire ce qu'on appelle, nous, l'irrigation territoriale. Et donc, effectivement, ils doivent nouer des partenariats avec les acteurs de proximité, en premier les collectivités territoriales. Nous, on est plutôt sur des échelles de travail à l'échelle intercommunale, et on a dans nos objectifs, à côté de ces grands lieux-là, de les accompagner pour qu'ils puissent, au travers de leur mission de service des publics, développer des propositions en partenariat avec les territoires, au plus près des publics, notamment les plus jeunes, mais pas que, aussi les publics éloignés de l'offre culturelle. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément simple à chaque fois partout. Nous, l'outil principal aussi d'intervention, c'est plutôt la contractualisation, c'est-à-dire qu'on a des contrats qu'on appelle soit des contrats locaux d'éducation artistique, soit des projets culturels de territoire que l'on signe avec les collectivités, parfois aussi les départements, l'éducation nationale, etc., qui permettent aussi de favoriser cette infusion sur les territoires et ces partenariats auprès des acteurs de terrain et surtout auprès des publics ou des non-publics qui sont concernés par ces propositions ensuite. Mais je vous laisse compléter, merci. Vous avez déjà dit beaucoup. J'ajouterais en contractualisation les contrats territoire lecture, qui sont des contrats très importants qui permettent justement, à partir d'un lieu, une bibliothèque, et il y a les contrats départementaux lecture avec les bibliothèques départementales qui permettent d'irriguer et de créer justement des passerelles pour parler à tout le monde. Ensuite, la question derrière la décentralisation, il y avait votre question sur les grandes institutions, je pense. Déjà, dans les grandes institutions parisiennes, elles ont dans leur cœur des missions très importantes d'irrigation territoriale. Alors, on ne le voit pas partout. Je prends un exemple. Récemment, l'Opéra de Paris a monté un partenariat avec la Guyane et il y a eu des danseurs très expérimentés, professionnels de l'opéra, qui sont allés travailler pendant quelques semaines en Guyane. C'est un exemple, mais il y a vraiment, dans leur ADN, dans leur feuille de route, il y a ça à faire. Maintenant, un établissement national ne peut pas rayonner sur l'ensemble du territoire. Mais si on prend les musées, il y a la circulation des collections. L'État a acheté par Trésor National un caillebotte il y a quelque temps. Le caillebotte, pour le musée d'Orsay, il n'est pas à Orsay, il est à Lyon. Et il va tourner. D'autres dispositifs qui répondent mieux au « c'est pas pour moi » que j'évoquais tout à l'heure en plénière, c'est par exemple les microfolies. Les microfolies, aujourd'hui, il y en a 400 qui sont ouvertes. C'est vraiment des espaces qui permettent de visualiser ce que sont les grandes collections nationales, mais aussi, et ça fait partie du cahier des charges, ce que sont des collections régionales pour donner aux gens l'envie d'aller voir à côté. On a d'autres processus qu'on expérimente, c'est par exemple le MUMO, Musée Mobile, qui est un partenariat fait avec une association et avec Beaubourg. Il y a 2 camions à ce stade, qui en partenariat avec la fondation l'un Art Explora, qui irrigue, il y en a un qui est dans la région Hauts-de-France actuellement, avec des œuvres, et cette fois, ce n'est pas des œuvres numériques, mais ce sont des œuvres physiques de Beaubourg, donc avec les conditions de conservation du musée, qui irriguent sur l'ensemble du territoire. On essaie, et puis on a évidemment nos scènes, nos établissements publics nationaux, je pense pour le spectacle vivant aussi à la Comédie Française, qui ont la nécessité de faire des spectacles et qui le font un peu partout, des représentations dans des cinémas, notamment des cinémas indépendants. Donc on développe, on multiplie, mais ça n'est qu'un moyen, et je réinsiste sur ce concept de droit culturel. On a l'ardente obligation de le faire et de partir des gens, c'est-à-dire d'essayer de comprendre la réalité de la vie des gens, leur parcours et de quoi ils peuvent avoir envie, quelle peut être leur pratique. C'est ainsi que la ministre a lancé, mais sur initiative parlementaire, et il faut rendre hommage aux parlementaires à ce sujet, un plan fanfare qui a un effet magique, en quelque sorte, sur les pratiques dites amateurs. Je pense par exemple à un certain nombre de confédérations de batteries fanfares qui nous disent, avant on allait voir les services de l'État, les DRAC, le ministère, on nous disait, on ne s'intéresse pas à vous, vous êtes des pratiques amateurs. Et ça, c'est vraiment en train de complètement se modifier. On s'intéresse à toutes les pratiques. Et le plan fanfare est un très très bon exemple de ce qu'on peut faire. Mais voilà. Merci. D'autres interventions, questions, témoignages, n'hésitez pas. Stéphanie, si tu veux bien.
Merci, bonjour. Stéphanie Vittard-Gibien, donc directrice du repère urbain à Angers et chef de projet Ville d'Art et d'Histoire. Nous avons parlé de plusieurs dispositifs, mais surtout de réseaux, en fait. Et peut-être à proximité dans l'Orne, moi j'ai pensé au Champ des Impossibles sur l'art contemporain, c'est peut-être avec Christine Ollier dont vous parliez, mais il y a peut-être une ville ou un pays d'art et d'histoire avec lequel vous pouvez collaborer, puisque les villes d'art et d'histoire ont un maillage important, plus de 200 territoires donc nationalement, et beaucoup de travail avec des communautés d'agglomération, des communautés de communes. Donc il y a peut-être des choses à faire. On a parlé du MIMO, des mini-folies également, mais aussi des artothèques qui peuvent aussi prêter des œuvres à proximité, établir des conventions avec des offices de tourisme. On évoquait avec ma collaboratrice peut-être aussi des campings pas loin avec lesquels on peut aussi travailler. Donc il y a peut-être d'autres pistes et il y a beaucoup de réseaux dans les milieux du patrimoine et de la culture. Voilà. C'est vrai, Stéphanie a raison de l'évoquer. Bon, on est sur la journée des petites cités de caractère, mais évidemment, le réseau des villes et pays d'art et d'histoire, qui est national aussi, est toujours un réseau intéressant avec lequel il est intéressant justement de se plonger et travailler en collaboration, notamment en milieu rural, mais pas que, évidemment aussi avec les villes. C'est toujours un réseau aussi intéressant pour aller chercher et capter aussi des nouveaux publics. Et là encore, avec des forces vives, notamment les services des publics qui sont là pour faire des propositions spécifiques. D'autres souhaits d'intervention, réactions, questions à nos intervenants aussi. Laissez-vous libre de réagir. Oui. Bonjour. Il y a quelque chose qui m'a marqué en fait dans vos interventions. Je pense, une phrase, c'était Madame Ganche qui disait, moi mon métier c'est pas les chiffres. Ça rappelle un vieux film où ils inventent une formule mathématique pour vendre une pâtée pour chien, c'est assez connu. Et c'est un peu vrai, dans le sens où une bonne idée ne se juge pas au niveau des chiffres, mais pour d'autres interlocuteurs, les chiffres c'est aussi une historicité, je crois comprendre que c'est une historicité, un moyen décisionnaire. Et en écoutant tous les participants, en fait, j'ai pas réussi à comprendre vraiment s'il y avait des grilles de lecture fixe pour les différentes propositions. Comment vous faites pour juger de la pertinence d'une proposition, d'un partenaire, d'une association qui va vous proposer un projet balbutiant ou abouti? Est-ce qu'il y a des grilles de lecture au final qui ont été développées ou ça se fait de manière officieuse? Et là, vous posez la question à qui en fait En fait, un peu à tous les intervenants, parce que oui, j'ai l'impression que vous avez chacun des grilles de lecture différentes. Donc pour les institutions, les propositions des partenaires qui sont faites pour les publics. Vu que sur les propositions transversales, justement, étant donné que vous avez tous des axes de lecture un peu différents, comment vous faites pour juger d'une proposition où vous n'êtes pas le seul interlocuteur, par exemple? Qui souhaite répondre à cette interrogation? Ouais. Merci. C'est vrai qu'on a plusieurs grilles de lecture, notamment pour le Mystère Abgral, on va avoir une grille plutôt chiffrée, avec par exemple le nombre de téléchargements, comme Alexandre le disait, il peut y avoir une manière de jouer avec un téléchargement du kit d'enquête. Donc nous, on va pouvoir relever ces chiffres-là, qui nous donnent déjà une idée un petit peu globale du dispositif. On les met aussi en parallèle avec les chiffres des offices de tourisme, qui eux aussi ont pour mission, on va dire, de relever la fréquentation en fait, du jeu sur place. Donc voilà, il va y avoir ce niveau de chiffre-là. On regarde aussi, et c'est ce qui nous intéresse, pas forcément en priorité, mais ce qui est très important pour nous, c'est la satisfaction aussi des joueurs, avec une note, là par exemple, c'est une note de 4,2 sur 5. Donc on prend l'avis aussi en compte des joueurs. On a un site pour ça, en fait, où ils peuvent aussi déposer leurs avis et nous écrire directement, soit pour donner simplement leur avis, soit pour une question. Donc on va prendre en compte cet aspect plutôt qualitatif. Et puis voilà, toujours aussi en lien avec les offices de tourisme, c'est aussi un partenariat qui est avec eux en priorité. Ce sont nos acteurs en fait précieux de ce jeu. Et donc on va quotidiennement, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas très fréquemment, avoir un lien avec eux pour justement prendre un petit peu le pouls du jeu sur place. Et donc c'est un dialogue continu en fait qui est fait avec eux. Donc il y a d'un côté l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Madame Gange, pour les champs libres, si vous le souhaitez compléter.
En fait, pour moi, c'est facile, c'est que je ne fais pas de programmation, je rends accessible ce que mes collègues programment. Donc, je me dois de proposer des visites tactiles, des visites ou descriptives, évidemment, si ce sont des expos photos pour les aveugles et les malvoyants, mais des rendez-vous en langue des signes. Enfin, j'adapte. Je rends accessible ce que proposent, ce que programment mes collègues. Et donc, c'est pour moi le critère, quoi. Hein. Et bon, aussi, en fonction des prescriptions du label tourisme et handicap que nous avons, enfin, on se doit donc de fournir l'information au public, et les publics concernés par l'accessibilité, ils sont comme tous les autres du moment qu'ils sont informés. Après, c'est à eux de décider s'ils ont envie de venir nous voir ou pas, quoi. Merci. Rose-Laurence, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, nous, pour la résidence artistique qu'on a mis en place, on a lancé un appel à candidature, donc en partenariat avec la DRAC, voilà, avec un cahier des charges où notre attention s'est portée vraiment sur comment l'artiste va s'adapter au public, parce qu'on est encore une fois sur des centres où on a une mixité de public assez importante. Ça peut être des personnes en situation de handicap, des seniors, des enfants. Donc, comment l'artiste peut s'adapter d'un centre à l'autre, parce que là, on était sur une résidence itinérante, donc 2 semaines à chaque fois dans chaque centre, avec des publics différents. Comment elle allait faire sa proposition, je l'ai dit tout à l'heure, au sein de l'équipe salariée, comment elle allait la diffuser. Donc c'est vrai le choix. Après, il y a eu un jury. Effectivement, on s'est réunis. Moi, on avait les centres UNAT, Christophe pour la DRAC. Voilà, l'idée, c'était de rester dans ces critères-là pour sélectionner l'artiste qui allait être le plus à même de proposer une offre adaptée à nos publics. En fait, à chaque fois, on essaye d'être vigilant sur les capacités de médiation du collectif ou de l'artiste qui va intervenir. Évidemment, on regarde aussi quelle est la qualité de la proposition artistique qui est faite. En gros, pour faire simple, c'est quelqu'un qui est en actualité de création, de diffusion, qui est diffusé dans les réseaux, qui a une vraie activité professionnelle liée à son champ artistique, et qui est effectivement, encore une fois, en capacité d'adapter son propos au public qu'il a en face, aux différents publics qu'il a finalement en face, et qui va être en capacité aussi de transmettre un certain nombre de choses qui relèvent de son champ, et travailler en partenariat avec les animateurs ou les personnels du réseau de l'UNAT, quoi. Ça répond à votre question ? Ok. Je pense qu'on a le temps encore, avant que nos estomacs crient trop frémine, là, de répondre encore à quelques questions. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. À mon quart d'heure, très bien. Même des témoignages qui permettraient aussi de réfléchir autour de ces thématiques. Madame ? Non, pardon, je crois que vous avez levé la main. N'hésitez pas à partager une expérience. Renaud, je ne sais pas si tu te sens capable de parler de ce que vous faites en Grand Est autour de cette spécificité été culturelle que je trouve moi assez intéressante. Oui, merci beaucoup. Donc, je travaille à la DRAC Grand Est, donc service déconcentré du ministère de la Culture en Grand Est. Et effectivement, ça donne l'occasion, merci Christophe, de parler de l'été culturel, déjà évoqué par Noël Corbin dans son discours ce matin. Donc l'été culturel, c'est une action justement pour répondre aussi à monsieur de Bagnoles de l'Orne, donc qui est organisé durant l'été à l'initiative du ministère de la Culture, mais qui répond véritablement dans ses objectifs et dans ses ambitions aux besoins des habitants des territoires. Et dans le cadre de l'été culturel,
service déconcentré donc, du ministère envisage les choses en fonction des réalités territoriales. Donc en Grand Est, nous avons une question que nous partageons avec vous, par exemple ici, et puis avec beaucoup de gens, je pense, autour de la table ici, c'est la ruralité et la grande ruralité. Et donc une des priorités de la déclinaison que nous faisons dans notre territoire de l'été culturel, c'est de travailler sur la présence d'artistes et de jeunes artistes issus de l'enseignement supérieur culture. C'est une autre mission du ministère que de former des artistes et des professionnels de la culture à leur métier. Ces jeunes artistes qui sont formés dans les écoles, il faut qu'ils entrent dans le marché du travail, mais il faut aussi qu'ils puissent avoir conscience que création et médiation, finalement, au-delà de la rime, sont des termes très importants qui résonnent l'un avec l'autre. Et donc, nous développons un programme de résidence, de première résidence, justement, pour ces jeunes artistes, à destination des territoires ruraux en priorité, et aussi de lieux qui sont, j'allais dire, pas dans nos radars, c'est-à-dire avec lesquels nous ne travaillons pas habituellement. On a parlé de tous les lieux labellisés, de tous les lieux que nous soutenons et de tous les partenaires que nous soutenons tout au long de l'année au ministère, mais nous n'avons pas la prétention, loin de là, d'être exhaustifs. Et donc, nous travaillons avec soit des collectivités qui ne sont pas encore engagés justement dans un projet culturel de territoire ou qui ne sont pas arrivés jusque-là dans la structuration de leur projet culturel. Donc souvent des collectivités, des petits villages ruraux notamment, mais aussi des tiers-lieux, des lieux qui ne sont pas a priori des lieux de culture, en tous les cas comme on les envisagerait au départ. Et ces lieux donc, sont invités à candidater s'ils veulent accueillir pour la première fois des artistes en résidence. D'un autre côté, on a un appel à manifestation d'intérêt pour ces jeunes artistes issus des écoles pour leur permettre de faire une première résidence et de combiner justement ce qu'on appelle un travail de création partagée, c'est-à-dire action de création et action de médiation vers les publics de ces territoires, vers les habitants et avec les habitants, c'est très important. Et puis, troisième appel à manifestation d'intérêt, ce sont les binômes déjà constitués. Donc ces résidences, il y en a à peu près une bonne centaine, un peu plus de 100 qui sont réalisées durant l'été culturel. Ça fait 4 ans qu'on le fait et on se rend compte que, tu as utilisé le terme d'infusion tout à l'heure, c'est un programme d'infusion culturelle dans les territoires, me semble-t-il, les jeunes estivants, et ça permet de nouer de nouveaux partenariats et d'éveiller de façon croisée les consciences de tous, les consciences des élus dans les territoires, les consciences des habitants des territoires, les consciences des artistes sur le fait que effectivement les politiques culturelles, elles ne se décrètent pas, elles se vivent et elles se conçoivent ensemble. Donc c'est une expérience et un exemple parmi beaucoup d'autres de déclinaison de l'été culturel, avec par exemple aussi le programme des cabanes, on en parlait avec Margot tout à l'heure qui s'occupe de l'été culturel au ministère, mais les cabanes des jeunes estivants, c'est une déclinaison de ces résidences-là à destination des jeunes accueillis dans des centres d'accueil collectif de mineurs, on va dire, durant l'été, dont le réseau UNAT évidemment, mais pas que, pour travailler sur ces questions des transitions qui ont fait l'objet de la conférence de ce matin, avec les jeunes et avec des artistes et des jeunes artistes qui s'intéressent de plus en plus à ces questions. C'est normal puisque c'est l'évolution de la société. Voilà. Merci beaucoup Renaud. Est-ce que tu souhaites compléter, Margot, justement sur le dispositif été culturel ? Oui, peut-être. Oui. Peut-être vous dire du coup finalement ce que c'est l'été culturel à l'échelle nationale. Donc l'été culturel a été créé en 2020 dans le contexte de crise sanitaire pour permettre au public et aux artistes de se retrouver après le premier confinement. Cette année, c'est 2400 projets, 1,5 million de bénéficiaires et 33 000 artistes mobilisés. Donc c'est des propositions artistiques et culturelles diverses, des ateliers de pratique artistique, des concerts en plein air, des représentations théâtrales sur les places de village ou au pied d'immeubles. C'est une offre culturelle assez diversifiée. On a un axe public prioritaire, donc on a des actions en prison, dans les EHPAD, les hôpitaux. L'idée, c'est d'aller
proposer une offre culturelle à tous les publics, aux Français qui ne partent pas en vacances, notamment les jeunes. On a une offre de colonies créatives comme les cabanes des jeunes estivants en Grand Est, par exemple. C'est une opération de démocratisation culturelle de grande ampleur avec un budget de près de 20 millions d'euros. Voilà, donc je suis désolée, du coup je parle de manière très chiffrée, mais c'est pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de cette opération qui est un succès depuis sa création. Voilà. Merci Margot. Une question, va très bien, pour le monsieur. Plus qu'une question, ce sera peut-être une réaction. D'abord, j'ai trouvé très intéressant l'idée de, par rapport aux âges de la vie qui ont été abordés ce matin, la question de réfléchir aux personnes qui sont âgées, tout simplement, et aux difficultés qu'elles ont. C'est une façon d'aborder les questions du handicap peut-être d'une façon beaucoup plus globale. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une piste intéressante. En tout cas, je n'avais pas forcément pensé. Donc, merci beaucoup de cette proposition. Et par rapport au jeune public, il va y avoir une grande cause nationale qui est la question du sport l'année prochaine, en 2024, pour des raisons que vous n'ignorez pas. Et il me semble que, évidemment, on peut penser à des jeux de piste, aux escape games et au numérique, mais on pourrait aussi aborder la question de la découverte des territoires, de la valorisation des patrimoines matériels ou immatériels par le biais du sport. Les lieux sportifs pouvant être aussi, les DRAC commencent à le faire, des lieux aussi qui sont touchés avec des publics qui ne sont pas du tout dans une logique peut-être culturelle, mais qui peuvent aborder par ce biais-là ces questions. En tout cas, c'est une façon aussi de tester peut-être l'attente de ces publics-là dans des situations particulières et où on peut croiser justement et la création et le patrimoine. Alors, les villes d'art et d'histoire en particulier qui ont monté un groupe de travail patrimoine et sport ont déjà des expériences. Je pense à la ville d'Avignon avec une découverte du patrimoine par un trail. Voilà, enfin, il y a déjà des choses qui existent, mais mettre un peu l'accent là-dessus, valoriser les bonnes pratiques et se servir aussi de ça, c'est diversifier aussi les propositions pour toucher des publics qu'on a en effet du mal à voir. Et ces deux bouts de la chaîne, alors je ne parle pas des enfants parce que les politiques de AC sont bien implantées, il y a encore du travail à faire, mais ces deux bouts de la chaîne, les personnes âgées, en réfléchissant vraiment à leur attente, et les 18-35 ans en tout cas, qui pratiquement sont dans des logiques, en tout cas de pratique du sport. Mais là, pour le coup aussi, on retrouve les questions de mobilité, d'itinérance douce, avec le vélo, avec le kayak. Enfin, il y a vraiment des très belles propositions à faire autour de tout ça, qui peuvent être dans des logiques de développement des territoires, avec ces problématiques de tourisme durable qu'on évoque depuis ce matin. Oui, vous avez tout à fait raison d'évoquer aussi le sport et la culture. Nous, modestement, en Pays de la Loire, on vient de commencer aussi un travail interministériel avec Jeunesse et Sport, avec la DRAGES, pour initier des partenariats. Et on lance là en ce moment un appel à projet Culture et Sport pour travailler et cibler effectivement tous ces types de publics-là ou ces non-publics-là, en tout cas dans le champ de la culture, qui sont encore allés chercher autour des propositions. Et bien évidemment, le champ du patrimoine est aussi intégré dans cette attente-là. Alors c'est tout nouveau. On essaye de préparer effectivement l'après-Olympiade en quelque sorte pour travailler ensuite sur des partenariats qui permettent d'aller chercher ces publics qui fréquentent effectivement le monde du sport, mais pas forcément la culture, et inversement, et de trouver des croisements comme ça qui peuvent intéresser l'ensemble des personnes. Mais effectivement, c'est une thématique et une nouvelle entrée, encore une fois, qui permet d'aller encore plus loin dans le fait d'aller chercher ces publics et d'être dans une politique de démocratisation culturelle tout azimut, finalement, autour de ça. Oui, bien sûr. Au niveau des champs libres, le musée de Bretagne a fait un appel à justement collecter auprès des associations sportives de la région tout un tas d'objets, de coupes, de maillots, auprès de clubs amateurs et même au-delà du sport, tout ce qui est participatif est un bon moyen de faire venir les non-publics dans les différents équipements culturels. Une proposition qui a eu lieu aussi il y a quelques années, c'était de lancer une expo,
de photographie qui était la Bretagne dans la peau, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient un triskelde tatoué ou une hermine, pouvaient se manifester auprès du musée pour faire photographier leur tatouage. Et notre collègue photographe a été débordé parce que ce genre de proposition fonctionne très bien auprès des publics. C'est aussi une façon de les faire venir. Et donc, ça peut aussi se tenter dans tous les territoires. Merci Madame Ganche. On peut penser aussi effectivement aux expériences menées en Hauts-de-France autour du Louvre-Lens et puis du club de foot bien connu d'à côté qui avait permis aussi d'essayer de ces croisements des publics, etc. Enfin, en tout cas, effectivement, il y a des initiatives à développer, à inventer, à réinventer pour aller encore plus loin sur ce tourisme culturel pour tous. Je pense qu'il est temps de conclure, Nicolas, si tu... Voilà. Je vous remercie en tout cas toutes et tous pour votre participation. C'est vrai qu'on a essayé de développer quelques notions clés comme ça. C'est jamais simple d'aborder et d'embrasser l'ensemble d'un sujet comme ça, mais en tout cas c'était pour vous donner à réfléchir et vous donner envie ensuite de travailler encore plus sur cette entrée-là. On n'a pas tellement évoqué, je trouve, l'entrée tourisme durable, mais finalement, au travers de vos récits sur le tourisme de proximité ou le fait que les habitants aussi puissent avoir accès à l'offre touristique de proximité, c'est aussi ça le tourisme durable finalement, même si c'est une partie de la réponse. Mais en tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je vous souhaite une belle journée dans cette abbaye de l'Épau. Merci.